Bonjour à tous, on est dans Business Inside, dans un espace réservé au monde de l'entreprise par le magazine Forbes. Des entreprises qui sont évidemment au cœur de la croissance, du processus de création de richesse et de l'emploi. Des entreprises qui ont une équation, et cette équation, eh bien, on va essayer de la décrypter. Une équation dominée par les impératifs de la transformation digitale, la mutation digitale. On en parle beaucoup, bien sûr. Avec nous sur le plateau, Didier Lejeune. C'est un spécialiste de la question, puisque c'est un industriel. Vous avez passé votre vie dans l'informatique. Absolument. Vous êtes aujourd'hui patron de SCC. SCC. C'est pas la première entreprise d'ailleurs que vous dirigez, hein? Non, j'ai dirigé d'autres entreprises. J'étais par exemple chez ECS également. J'étais à l'international. J'ai dirigé ECS Italia pendant quelques années, qui avait différentes filiales, différentes activités. J'ai créé Allium Italie, mais j'ai repris Infoproduct Spain, donc j'ai une bonne expérience, disons, de l'Europe du Sud. Voilà, mais votre passion, c'est évidemment l'entrepreneuriat, oui. mais c'est aussi à l'intérieur de l'entrepreneuriat le fait de participer à cette mutation digitale, à cette transformation digitale, poser des infrastructures, poser des services, des solutions numériques. On est en retard en France ? Alors la France a été traditionnellement relativement en retard par rapport aux autres pays industrialisés. L'informatique a été souvent vue comme un centre de coût par les directions générales, alors que pour moi c'est un axe stratégique pour développer le business, annoncer de nouvelles offres et conquérir de nouveaux marchés. Mais la France est en train de rattraper son retard, aussi bien dans le secteur public que sur le secteur privé. Ça bouge. Ça bouge et la crise du coronavirus amène à bouger encore plus vite. Alors, pour quelles raisons, justement, un arrêt total de l'activité économique, notamment le confinement, c'est pas le corona qui est en cause, c'est le confinement économique, provoque un transfert d'activité sur le digital, c'est ça? C'est ce qui s'est passé? On a aidé nos clients, en fait, à s'adapter, adapter leurs infrastructures. Le fait d'avoir des utilisateurs en télétravail nécessite évidemment des connexions particulières, un environnement de travail particulier. Certains clients n'étaient pas prêts. On les a évidemment aidés à mettre en place ces infrastructures et ça nécessite également des services particuliers. Par exemple, sur une grande banque, on avait prévu un déploiement d'agences bancaires classiques, comme on fait depuis toujours. Là, il a fallu s'adapter, il a fallu délivrer les produits au domicile des utilisateurs et pouvoir les installer, les supporter, vérifier leur connexion réseau, etc. Au domicile des utilisateurs avec la même sécurité, la même fiabilité. La même sécurité, la même fiabilité. Qu'on pouvait avoir au bureau. Le même niveau de service. Et donc on a eu de nombreux mails de clients, de félicitations. On a su s'adapter réellement à ces problématiques de service qu'on n'avait jamais vécues. Et on a transféré les ressources du jour au lendemain de tel ou tel site, telle ou telle région à une autre région, de tel ou tel client à un autre. Votre métier, votre cœur de métier, c'est l'infrastructure. Hein. C'est l'infrastructure, c'est le fait de supporter, de mettre en place des solutions informatiques chez nos clients, de les mettre en œuvre, de les déployer, de les supporter, de les maintenir et éventuellement de les infogérer. On a dit à un moment du confinement qu'on était en risque de saturation sur les réseaux. Écoutez, c'est très bien passé. Hein, nos cloud, enfin les opérateurs télécoms ont évidemment des infrastructures très résilientes. Hein, ça a été la démonstration. Donc la France a toujours été très en avance sur les infrastructures réseau. Hein. Oui. Il a quand même fallu s'adapter très vite. Oui. Dans des infrastructures et des investissements qui sont prévus pour le moyen et long terme. Voilà, exactement. C'est incroyable, ça. Oui, tout à fait. Et en plus, le fait d'avoir tous ces utilisateurs à distance pose des problématiques au système d'information des clients, aux infrastructures. Donc, il faut développer une infrastructure beaucoup plus agile, ce qui a engendré un certain nombre de projets de refonte. Et d'ailleurs, on a sorti un certain nombre d'offres, d'assessment, de façon à préparer nos clients aux futures crises, parce qu'on pense que malheureusement que ça ne va pas être la seule, de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes vérifier leur état de maturité, leur état de préparation, pour être encore mieux préparés pour la crise suivante par rapport à celle qu'on a vécue. SCC France, ça fait partie d'un groupe britannique. Voilà, c'est un groupe britannique d'origine familiale, c'est un groupe 100% familial, créé par Sir Peter Rigby il y a un peu plus de 40 ans. C'est un groupe qui pèse 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est présent au Royaume-Uni, en France, en Espagne, et qui a des centres de services très importants en Roumanie et au Vietnam. C'est sans doute un des plus importants en France aujourd'hui, hein, non ? Voilà, tout à fait. On est le leader sur notre marché de très loin. On fait 1,7 milliard de chiffre d'affaires en France. On est en fait le premier groupe familial. Combien de salariés, pardon ? Voilà, on est le premier groupe familial du secteur IT en Europe. Quand vous dites familial, ça veut dire que c'est pas coté en bourse ? Voilà, exactement.
Donc indépendant, libre. Et vision à long terme, vision d'investissement, vision sur les offres à développer. Pas de fonds d'investissement. Voilà, exactement. Sur qui regarde au-dessus de votre épaule pour savoir. Le développement du capital humain, pour nous, c'est fondamental. Notre richesse, c'est les hommes. 6 000 personnes. Voilà, 6 000 personnes au niveau européen. On est 2500 salariés en France, mais j'ai également 500 sous-traitants et à peu près 400 personnes qui travaillent pour moi en Roumanie. Donc c'est l'équivalent de 3500 emplois. Vous trouvez des gens à embaucher ? On dit que c'est le problème. C'est un problème. C'est mon problème numéro un. C'est mon problème numéro un. C'est mon problème numéro un, c'est trouver les talents. Des talents. Donc on va même développer des nouvelles écoles, on va faire des écoles d'apprentissage, notre propre école. On va développer des écoles pour des ingénieurs. C'est quoi, pour faire du développement pour supporter les clients dans leurs projets de virtualisation, leurs projets de sécurité, leurs projets de workspace, d'utilisateurs finaux. Mais les technologies vont tellement vite que votre école, ça va être une école permanente. De toute façon, on reforme constamment nos personnels. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, notre vocation, c'est d'être toujours à la pointe du progrès, à la pointe des évolutions technologiques qui vont permettre justement d'amener de la valeur à nos clients. Sans faire de science-fiction, comment est-ce que vous voyez les systèmes dans 5 ans ou dans 10 ans ? Je vois des systèmes de plus en plus résilients, de plus en plus agiles, avec des utilisateurs de plus en plus mobiles, avec une informatique hybride, c'est-à-dire un utilisateur qui puisse se connecter à distance sur son système d'information. Je vois une collaboration, ce qu'on appelle le collaboratif, se développer de plus en plus. Et ça, en plus, ça transforme fondamentalement la façon de travailler les organisations des entreprises. On touche à l'essence même de l'organisation d'entreprise. Alors, justement, ça va créer des emplois chez vous ? Ça va en détruire ailleurs ? Non, je pense pas. Je pense que le marché de l'information, avec le développement de l'intelligence artificielle, avec le développement de l'Internet des objets. La France est un excellent pays en matière de mathématiques, en matière d'ingénieurs. On a beaucoup de compétences dans ce domaine. D'ailleurs, le plan de relance du gouvernement l'a souligné, puisqu'on a lancé un booster sur l'intelligence artificielle. On a une carte fondamentale à jouer. Il faut qu'on la saisisse, qu'on mobilise, qu'on explique ça aux directions générales de nos clients pour justement aider la French Tech, aider les jeunes entreprises à se développer dans ces domaines-là. Il n'y a pas de piège, mais vous êtes très bien implanté dans les entreprises privées. Quid du retard des administrations ? On est aussi très très bien implanté dans les entreprises publiques. Et les entreprises publiques, avec notamment le président Macron, qui a donné une impulsion importante sur la modernisation de ces administrations, on a énormément de projets et c'est en train d'évoluer, là encore. Il y a quand même pas mal d'applications qui sont annoncées pour les citoyens. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de rationalisation, beaucoup de modernisation. La gestion du Covid, d'ailleurs, a montré qu'il y avait encore beaucoup de progrès tout à fait. À faire. On a d'ailleurs livré de nombreux portables dans les ministères, puisqu'il fallait évidemment que les fonctionnaires puissent travailler à distance. C'est un sacré challenge, parce que ce n'est pas qu'un challenge d'infrastructure, c'est aussi un challenge d'application. Il faut pouvoir accéder à son application à distance, des applications qui parfois sont vieillissantes, n'ont pas toujours été prévues pour ça. Donc il va y avoir une accélération des développements dans ce domaine, oui, je pense. Il y a un site internet où on peut en savoir plus ? Oui, tout à fait, sur ssc.com. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs à nous rejoindre à la SSC Digital Week qui se déroule du 5 au 9 octobre, dans lequel on va reprendre un certain nombre de ces thématiques technologiques. On va faire partie, il y a un certain nombre de tables rondes avec nos partenaires. En présentiel ? Non, c'est en virtuel. On avait on le faisait en présentiel traditionnellement lors de notre kick-off qui avait lieu tous les ans. Donc c'est le 5 ? C'est du 5 au 9. C'est à peu près 2-3 heures par jour et les clients peuvent choisir leur thématique, peuvent participer, peuvent poser des questions, peuvent débattre. Et en plus, on annonce un mécénat qui va permettre de dégager des fonds pour participer à la recherche sur le vaccin pour le coronavirus. Oui. La course au financement est engagée. Voilà, donc on a une politique RSE extrêmement forte, extrêmement éprouvée. Dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, on voudrait faire un geste dans ce domaine-là. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.